Aujourd'hui, dans On en parle ici, nous partons à la rencontre de Dominique Van Cotem, une autrice belge au parcours singulier. Avant de se consacrer à l'écriture, elle a longtemps exercé comme fleuriste, un métier de création et de sensibilité qui imprègne encore son univers. Révélée avec son premier roman Le sang d'une autre, récompensée par le prix du roman de l'été Femme actuelle, elle s'impose rapidement par une écriture forte et profondément humaine. À travers ses livres, comme Adèle ou Les eaux assassines, elle explore les failles, les silences et les blessures, tout en mettant en lumière la force de résilience de ses personnages. Aujourd'hui, nous allons plonger dans son univers, comprendre son parcours et découvrir les histoires puissantes qu'il choisit de raconter. Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle pause discussion. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui, j'accueille Dominique Van Cotem, qui est une autrice liégeoise. Bonjour, Madame Cotem. Bonjour, Vera. Tout d'abord, merci d'être venue. Merci à vous pour l'invitation. Pour commencer, vous avez exercé comme fleuriste pendant de nombreuses années avant de devenir écrivaine. En quoi ce premier métier a influencé votre sensibilité artistique et votre écriture? Simplement par les rencontres humaines. Une fleuriste, c'est quelqu'un qui participe à la vie des gens. C'est quelqu'un qui est là dans les moments importants, le deuil, comme la naissance. Et je pense que toutes ces rencontres humaines foisonnent en moi pour créer des personnages. Vous avez participé à des événements prestigieux comme les mariages princiers à la cathédrale Saint-Michel et Gudule. Ce parcours atypique nourrit-il votre imagination romanesque? Les créations florales, peut-être pas. Maintenant, c'est vrai que de nouveau, c'était des expériences humaines fabuleuses, évidemment, et puis aussi une reconnaissance professionnelle, parce que vraiment, si on m'avait dit qu'un jour je travaillerais pour le palais, ça, je n'aurais pas osé le rêver. Après, pour tout ce qui est romanesque, oui, peut-être dans le sens où ce qui paraît impossible m'est arrivé. Et donc, dans un roman, c'est vrai que j'aime bien confronter des personnes qui n'ont pas d'histoire à une histoire extraordinaire qui leur arrive et qui bouleverse leur vie. Et c'est un petit peu le lot de chacun. Alors, c'est vrai que je crois que tout le monde, peut-être à un moment donné dans sa vie, est amené à vivre quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé vivre. Alors, à ce niveau-là, peut-être que oui, cette expérience professionnelle est très romanesque en tout cas. Votre premier roman, Le sort d'une autre, a été immédiatement récompensé. Comment avez-vous vécu cette reconnaissance rapide dans le monde littéraire? Alors là, ça a été... il y a des jours où je ne suis pas encore retombée de mon nuage, parce que c'est vrai que sur le moment, je n'ai pas tout à fait compris ce qui m'arrivait. C'était subi, c'était vraiment mon premier roman. Je l'ai écrit même en cachette de tout le monde, parce que je n'étais pas certaine que j'allais y arriver. Je ne l'avais même pas dit à ma fille. Et puis, j'ai une amie philosophe qui l'avait relu et qui m'a dit « Ouais, il est bien ». Je l'ai envoyé chez un éditeur et puis voilà, j'ai été publiée, j'ai reçu le prix Femme actuelle. Et ça a été vraiment tout un engrenage qui s'est mis en place. Et je me rends compte après le coup que c'est normalement pas comme ça que ça se passe, que souvent un premier roman, c'est le 5e ou le 6e parfois qu'un auteur a écrit. Et donc c'était tellement magique que même encore aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis je n'oserais jamais mettre ça dans un de mes romans, par exemple, parce que ça paraîtrait improbable et complètement impossible alors que ça m'est arrivé. Vous avez plusieurs livres, mais on va parler des livres que j'ai lus. Dans Adèle, vous explorez l'emprise, la violence conjugale et les secrets de famille dans la Belgique du XXe siècle. Qu'est-ce qui vous a poussé à raconter cette histoire si dure mais profondément humaine? Justement, c'est peut-être pour, sans aucune prétention, mais peut-être aider certaines personnes qui se trouvent dans cette situation, parce que je pense qu'il faut qu'on dénonce les choses qui ne sont pas justes, les choses qui sont terribles. Et pour les femmes, malheureusement, c'est encore très compliqué. Nous avons la chance ici d'avoir quand même une législation en faveur des femmes. Les femmes ont des droits, Mhm. même si parfois ils ne sont pas égaux à ceux des hommes, mais les femmes ont quand même des droits. Simplement, la violence conjugale, elle existe toujours. Elle est principalement exercée par un homme sur une femme. C'est quand même rare quand c'est le contraire. Ça peut arriver, c'est plus une violence psychologique, ça peut arriver, mais disons que c'est moins courant. Mhm. Et que cette violence conjugale,
même si on en parle, on ne comprend pas toujours les rouages. Et c'est vrai que pour Adèle, j'ai eu envie d'écrire ce livre parce qu'autour de moi, je connais des femmes qui vivent cette expérience ou qui ont vécu ce genre d'expérience. Et qu'autour d'elles, c'est vrai qu'à un moment donné, parce que c'est un mécanisme machiavélique qui se met en place, et qu'autour d'elles, ben, c'est vrai que même des personnes bienveillantes finissent par dire mais elle n'a qu'à le quitter. Et elle n'a qu'à le quitter, ça m'était insupportable parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quitter un bourreau, c'est très compliqué. Et donc voilà, j'ai essayé d'imaginer une histoire pour que le lecteur puisse vraiment comprendre ce mécanisme pernicieux qui met une femme sous emprise et qui l'empêche de prendre des décisions, même si elle sait qu'elle doit les prendre, même si elle veut les prendre. Et cette société autour qui n'est pas toujours aidante, même si elle est bienveillante, et qui ne tend pas toujours les mains qu'il faudrait pour sortir de là. Vous venez de le dire, le personnage d'Adèle est à la fois victime et résistante. Comment avez-vous construit cette dualité pour éviter les clichés? Eh bien justement, j'ai pris exemple sur des gens que je connais, sur ma propre expérience, et en observant autour de moi, j'aime bien rendre des personnages vivants. Ce sont des personnages de fiction, mais je les construis avec une matière humaine qui se trouve dans la vraie vie. Et donc, j'ai prêté à Adèle parce que je pense que pour ça, c'est pour tout le monde sur cette terre. On a tous en nous un tempérament de guerrier, guerrier dans le sens de on veut honorer la vie, et cette vie, on a envie de la garder et de la rendre la plus belle possible. Et donc, parfois, on ignore même cette force et cette résistance qu'on peut avoir en soi, et même ce tempérament fonceur, frondeur. Et donc, voilà, Adèle est le résultat de beaucoup de femmes sur cette terre, et donc ça la rend un peu universelle, et je pense que, enfin, j'espère que les lecteurs peuvent se reconnaître dans les choix qu'elle fait ou dans les sentiments qu'elle peut ressentir à certaines étapes de sa vie. Mhm. Dans Les eaux assassines, qui est un de vos autres livres, vous vous inspirez des inondations de 2021 que vous avez personnellement vécues. L'écriture de ce roman a-t-elle été une forme de reconstruction pour vous? Non, franchement non, parce que justement je n'ai pu l'écrire que quand moi-même je me suis sentie assez solide pour raconter cette histoire-là. Par contre, il m'a apporté quelque chose, c'est qu'en écrivant donc ce roman, je l'ai confié à des personnages de fiction, cette histoire-là. Je ne voulais pas raconter mon histoire, ni même celle des personnes que je connais ou de mes voisins, ou peu importe. Je trouvais que, pareil, la fiction me permet d'avoir une grande ouverture, parce que quand on utilise, enfin, quand on parle de personnes qui existent, il faut évidemment des autorisations, etc. Donc, on n'est plus limité. Et donc, la fiction m'ouvrait les angles à 360 degrés. Et donc, ces trois femmes-là de fiction, auxquelles je me suis fort attachée, j'ai eu énormément de compassion pour elles pendant toute l'écriture, et je me suis dit, à de nombreuses reprises, les pauvres. Et c'est à la fin de l'écriture de ce roman que je me suis rendu compte que j'avais vécu, pas tout ce que je leur fais vivre parce que je n'ai pas été tendre avec elles, mais que j'avais vécu quand même cette inondation moi aussi, et que vis-à-vis de moi, je n'ai jamais eu cette espèce d'empathie, parce que je n'arrêtais pas de dire oui mais moi j'ai eu de la chance, oui mais moi j'ai eu de la chance parce que je suis vivante, parce que je n'ai pas perdu un proche, parce que même mes animaux ont survécu, je n'ai perdu que du matériel, et je disais que j'avais eu de la chance. Or, était-ce une chance de vivre ça? Pas du tout. Et c'est vraiment l'écriture de ce roman qui m'a fait prendre conscience que c'est terrible ce que j'ai vécu. Voilà. Les trois femmes de Les eaux assassines, qui sont Leila, Réjeanne et Paloma, font face à des drames intimes en parallèle d'une catastrophe naturelle. Pourquoi aimez-vous entremêler l'intime et le tragique collectif? Parce que c'est la vie. En fait, c'est la vie. Euh, Tout le monde, à un moment donné dans sa vie, est amené à vivre une catastrophe, quelle qu'elle soit, même un deuil, c'est terrible à vivre. Et, et ça ne se répare qu'au niveau de l'intime, parce qu'on peut être entouré, parce qu'on peut avoir, oui, toute la bienveillance qu'on veut autour de soi. Quand le choc est fort, il n'y a qu'en soi qu'on peut trouver la force de remonter et de revenir à la surface et de penser ses plaies. Donc, cette confrontation entre le drame et l'intime est absolument
d'abord humaine Mhm. et en même temps nécessaire pour continuer. Dans Retour à la vie risquée, qui est un autre livre, la rencontre entre Théo et Gisèle dans un train de nuit donne naissance à une relation marquée par les blessures du passé. Est-ce pour vous une histoire sur la résilience ou sur le risque d'aimer à nouveau? C'est les deux. C'est les deux. Mais en même temps, j'ai envie de dire que oser aimer, ça demande beaucoup de résilience, quand surtout après une expérience de vie, et celle que j'ai confiée à mes personnages n'est pas géniale non plus. On n'aurait pas trop envie de vivre ce qu'ils ont vécu. Mais oui, parce que c'est vrai que aimer, quand on est jeune, quand on découvre l'amour, il y a une espèce d'innocence et de fraîcheur. On y va peut-être beaucoup plus à 100% parce que on ne connaît pas les blessures de l'amour. Mais quand on a connu les blessures de l'amour, c'est difficile d'encore un jour mettre son cœur sur la table en disant à quelqu'un, tu peux en faire ce que tu en veux, et s'il le hache menu, il le hache menu, quoi. Donc, c'était ça qui était important. Et en même temps, tant qu'on ne reprend pas ce risque-là, c'est-à-dire le risque d'être soi-même, le risque de se donner en tant que personne entière, mais que ce soit dans l'amour, dans l'amitié, dans tous les rapports humains qu'on peut avoir, on passe un peu à côté de sa vie. Donc, mais comment faire pour y arriver? La résilience, il n'y a que ça. Vos romans abordent souvent des thèmes forts, violence, secret, traumatisme, reconstruction. Ressentez-vous une responsabilité particulière en tant qu'autrice face à ces sujets sensibles? Je ne vais pas m'investir de cette responsabilité, mais c'est vrai que c'est ce que j'aime raconter parce que c'est pour moi ce qui est la vie. Personne n'a une vie toute plate, sans problème, avec que des bonheurs, avec tout va bien. Enfin, je veux dire, je ne connais personne autour de moi qui a ce genre d'existence. Et, et donc voilà, c'est vrai que par rapport au roman, bah, bien sûr que si je voulais raconter quelque chose où il ne se passe une vie dans laquelle il ne se passe rien d'extraordinaire, ni dans le bon sens ni dans le mauvais, parce que je pourrais aussi écrire un roman où la personne, il lui arrive un bonheur tel que toute sa vie est chamboulée, donc une vie plus ou moins plate. À ce moment-là, je crois que je devrais m'appeler Marcel Proust et raconter des histoires, voilà. Mais je n'ai pas sa plume, et donc oui, il se passe des choses terribles. C'est vrai que j'aime bien parler des gens un peu fracassés, des douleurs, parce que c'est peut-être ce qui nous fait le plus grandir, c'est la douleur. Un bonheur, évidemment, ça nous rend heureux, mais parfois ça peut nous rendre aussi égoïstes. La douleur, elle nous met à vif et elle fait tomber tous les masques. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de ces moments-là. Mais aussi pour pouvoir, à travers cette douleur, mettre la lumière en valeur. Parce que finalement, au bout du compte, c'est ça que j'aime bien raconter. C'est cette puissance de vie qu'il y a en chacun de nous qui nous permet de transcender même parfois des choses incroyables et des situations qu'on imaginait impossibles à dépasser. Mhm. Et après plusieurs romans, nouvelles et même des livres de jeunesse engagés, comment décririez-vous aujourd'hui votre voie d'écrivaine et vers quel territoire littéraire souhaitez-vous aller ensuite? Alors, ma voix d'écrivaine, bah, je la découvre à chaque fois que j'écris quelque chose. J'ai envie J'espère que toute ma vie jusqu'au bout, je me découvrirai dans l'écriture, je me surprendrai à écrire des choses que je n'imaginais pas que j'étais capable d'écrire. Euh, et je n'ai pas du tout envie d'être cadenassée dans une forme d'écriture. C'est vrai que j'aime bien toucher un peu à tout, le roman, la nouvelle, la poésie. Là, je vais sortir un recueil de poésie le 21 mai. J'ai écrit des livres pour la jeunesse. J'ai envie d'explorer toutes ces formes d'écriture qui permettent de raconter chaque fois des histoires différentes. Par exemple, la nouvelle permet de raconter des histoires qui ne tiendraient pas dans un roman, parce que Mhm. la forme courte, c'est un moment donné et ça peut être très fort. Donc j'aime aussi ça, j'aime aussi donc m'adresser aux enfants et puis par la poésie, peut-être transcender ce que je n'arriverai pas à écrire ni de militants, ni d'engagés, ni de terriblement douloureux sous la forme d'un roman ou d'une nouvelle. Est-ce que vous savez un peu nous en parler de votre projet qui va sortir le 21 mai ou pas?
Oui, bien sûr. Alors là, c'est une belle histoire parce que tout a commencé dans le roman Les eaux assassines. Il y a un personnage d'une jeune fille de 16 ans qui fait du slam. Moi, le slam, je ne maîtrisais pas du tout. Et puis, un peu comme tout le monde, le slam, c'était grand corps malade. Donc, ça veut dire que je n'y connaissais rien du tout. J'avais écrit des textes et je n'étais pas certaine que j'étais juste dans ce que j'avais écrit. Donc, j'ai contacté Monsieur 13 qui est un grand slameur. Il est champion, d'ailleurs, il a été couronné au Canada l'année dernière. Et donc, pour lui demander si je pouvais participer ou assister à ces un ou deux ateliers d'écriture pour un peu m'imprégner du style, pour savoir un peu quels étaient les codes. Et voilà. Et alors, il m'a bien sûr accueilli dans ces ateliers. Et ça a été vraiment pour moi une révélation. Parce que j'ai commencé par la poésie quand j'ai commencé à écrire. Et puis j'avais un peu abandonné. Et là, j'ai redécouvert la poésie à travers cette poésie contemporaine, cette poésie urbaine, cette poésie faite pour l'oralité, qui n'a pas justement tous les codes un peu rigides d'une poésie académique, on va dire, ces messages qu'on peut faire passer à travers cette poésie-là. Donc voilà, tout est parti de là, c'était pour les besoins du livre et maintenant c'est pour ma respiration, mes besoins de respiration. Je ne sais plus m'arrêter et j'ai cette chance que la maison d'édition Maelström Révolution a proposé de publier mes textes. Voilà, ça s'appellera, le recueil s'appelle déjà, puisqu'il sera bientôt là, L'enfance est ma maison. Ce sont des textes où il est question parfois de sujets durs ou de sujets forts, euh, ramenés avec des yeux d'enfant, parce que je pense que ce regard-là ne doit jamais nous quitter, quel que soit l'âge qu'on a, de pouvoir revenir aux sensations primaires, justement, et parfois tellement justes, qui nous permettent aussi de passer des caps compliqués de la vie. Merci beaucoup Dominique Van Cotem d'être venue et d'avoir partagé cette belle discussion avec moi. Ben, merci beaucoup, je suis ravie d'avoir échangé avec vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.